Bonjour à tous et bienvenue pour ces débats de l'entre-deux tours. Sur ce plateau, 6 candidats vont se succéder, 3 duels pour le second tour des élections législatives, 3 circonscriptions, la deuxième de Corrèze, la deuxième et la première de Haute-Vienne. Nous sommes en direct sur notre page Facebook France 3 Limousin, des débats à retrouver sur notre site internet France 3 Nouvelle-Aquitaine. Et pour commencer, nous nous intéressons à la deuxième circonscription de la Corrèze et nous accueillons sur ce plateau 2 candidates, Patricia Bordas pour La République En Marche, si vous voulez bien vous installer, et Frédéric Meunier, s'il vous plaît, pour les Républicains. Alors, dans cette circonscription corrézienne, le premier tour a été à l'image des résultats nationaux. Un député sortant PS éliminé avec 14% des suffrages exprimés. Une représentante d'En Marche très largement en tête avec 30,6% des voix. Et en challenger, une candidate LR, 21,8% sur ce premier tour. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Je me tourne d'abord vers vous, Patricia Bordas, pour La République En Marche. Comment vous abordez ce second tour? Simple formalité? Pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas une simple formalité. Je vous rappelle qu'un premier tour, c'est jamais gagné. Il y a toujours un deuxième tour. Donc, le premier tour est gagné, c'est le deuxième tour qui n'est pas encore gagné. Je vous rassure, il faut travailler sur le deuxième tour. Donc je continue ma campagne comme pour le premier tour. Et un premier tour n'est jamais, c'est pas la fin, c'est pas la fin. Il faut continuer. Et je continue pour justement, je dirais, que la confiance qui m'a été donnée sur le premier tour puisse s'accroître et pouvoir gagner dimanche prochain. Et Frédéric Meunier, vous représentez la droite traditionnelle, UDI-LR. Comment vous allez rattraper votre retard du premier tour dans les urnes sur ce second tour? Je vais convaincre. Je vais convaincre d'abord ceux qui se sont abstenus, je crois que c'est là où il y a une réserve de voix, et puis convaincre ceux qui ont voté pour d'autres partis pour pouvoir leur expliquer ma position et puis mon engagement. Vous pensez pouvoir convaincre les abstentionnistes qui ont été fort nombreux d'aller au deuxième tour, qui ne sont même pas venus sur le premier? Oui. Pourquoi, vous en doutez? Oui. Eh bien non, je vais les convaincre parce que je crois qu'il y a des arguments à mettre en avant. Je crois qu'il faut les motiver, il faut aussi leur dire qu'il y a un enjeu, qu'il y a un tour qui suit les présidentielles et qu'aujourd'hui, il y a une gouvernance qui se joue. Et c'est à eux de s'exprimer, c'est à eux de voter. Donc c'est à eux que vous allez vous adresser en priorité. Patricia Bordas, vous appelez les électeurs à se réunir autour de votre nom, j'imagine, mais parmi les autres candidats de ce premier tour, aucun n'a appelé à voter pour vous. C'est quoi? C'est la rançon du succès? Personne ne veut vous rejoindre? Vous savez, personne n'est propriétaire des voix, je vous rappelle de ces voix. Donc moi j'appelle l'ensemble des électeurs, que ce soit les électeurs de Philippe Noche, que les électeurs de Jean-Claude Deschamps, que les électeurs de M. Meurat, écologiste, que les électeurs de Céline Ersoy, je ne sais pas si j'avais oublié Jean-Marc Comas, de venir parce que... Mais je fais comme Madame Meunier, attention, je veux dire que personne n'est propriétaire de ses voix. Je veux dire que les électeurs ont aussi le droit de changer d'avis et de choisir. Et surtout, moi je maintiens, je fais comme Madame Meunier, les abstentionnistes, c'est à nous. C'est à nous de savoir les convaincre. Et moi, je vais vous dire, je suis persuadée d'être capable de les convaincre. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous êtes capable d'aller convaincre les électeurs du PS? Vous avez été au PS pendant fort longtemps. Vous avez travaillé aux côtés de Philippe Noche, qui aujourd'hui appelle pas le moins du monde à vous soutenir. Ça appelle un commentaire tout de même. C'est votre famille politique dont vous êtes issu, même si maintenant vous êtes En Marche. Tout à fait. Mais attendez, moi, je ne renie pas d'où je viens. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, ça n'a gêné personne. Aujourd'hui, j'ai pris, je dirais, ma liberté, mon autonomie. J'ai décidé de partir avec Emmanuel Macron, où je me reconnais complètement et je crois ne pas m'être tellement trompée, même si à l'époque, j'ai fait sourire tout le monde. J'ai perturbé personne. Au début, j'aimerais vous le rappeler quand même. Parce qu'à l'époque, Emmanuel Macron pesait 2%. C'était une bulle médiatique, c'était un effet de mode. Ça faisait sourire et ça gênait personne. Donc vous voulez dire que votre succès gêne aujourd'hui? C'est pour ça que vos anciens amis, vos anciens soutiens ne se tournent pas vers vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, très sincèrement, moi, aujourd'hui, ce n'est pas mon problème. Mon problème, aujourd'hui, c'est de convaincre les électeurs. Je veux dire que toutes les personnes que vous venez de nommer ne sont pas propriétaires de leur voix. Donc, elles le disent d'ailleurs elles-mêmes, que chacun pourra se décider directement. Mais il arrivait, en tout cas, la politique se faisait comme ça, qu'on donne des orientations. Madame Meunier, est-ce que vous faites un appel aux électeurs de Philippe Noche, aux électeurs du PS, clairement? Mais moi, je ne suis pas là pour faire la politique de la gauche non plus. Je crois que les gens et les électeurs peuvent aussi apprécier nos qualités, notre investissement, nos convictions. Je crois que c'est ça aussi. Alors du coup, je vais vous poser la question différemment. Pour un électeur de gauche, qu'est-ce qui va vous différencier ?
Vers qui il va se reporter? Eh bien, si vous parlez d'un électeur de gauche socialiste, moi je ne les connais pas beaucoup, puisque ce n'est pas tellement mon électorat. Donc vous n'attendez pas qu'il se reporte sur vous? Moi je suis une femme de conviction. Choisissez. Madame Bordas? Moi, je suis simplement une députée qui veut être une députée à plein temps. Je vous rappelle que là, vendredi, j'aurai fini de faire les 106 communes et pour être tout à fait honnête, les 105, puisque je ne me suis pas permise de demander un rendez-vous à Madame Meunier à Malmort quand même si je suis allée faire campagne à Malmort. Et je suis simplement quelqu'un qui va donner un mandat unique. Et voilà, les gens après on va choisir et pourront. Moi aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Je vais leur dire pourquoi il faut qu'ils votent pour moi. Pourquoi il faut qu'ils votent pour le candidat d'Emmanuel Macron. Dites-le nous, Madame Bordas. Et je rejoins totalement Madame Meunier quand elle dit qu'il ne faut pas donner tous les pouvoirs dans la même main. Donc ça veut dire qu'il faudrait voter pour Madame Meunier, alors? Comment? Il faudrait voter pour Madame Meunier, alors? Justement, je vous expliquais pourquoi il faut voter pour moi, pour justement ne pas laisser tout dans la même main. La deuxième circonscription, ça ne vous a pas échappé. Il y a des sénateurs qui sont républicains, il y a un président d'une grande agglo qui est républicain, un conseiller régional qui est socialiste. Et bien, je crois aujourd'hui que, vous savez, les Corésiens, je me permets de vous le dire, les Corésiens, ils ont toujours eu un lien avec le président de la République. Oui, et aujourd'hui, ça a l'air d'être toujours le cas, puisque maintenant ils sont macronistes en même temps qu'Emmanuel Macron. Tout à fait, je serai le lien et l'écoute pour Emmanuel Macron. Et je vous rappelle, le fait est que c'est moi qui l'ai fait venir à Brive. Alors, je voudrais tout de même vous faire réagir un instant, Madame Meunier, sur des propos très durs de Jean-Claude Chavignat, qui a été l'ancien vice-président du conseil départemental. Je le cite, entre incompétence et fiabilité, choisit de soutenir sans réserve Frédéric Meunier. Ça appelle un commentaire tout de même de votre part. Je suis ravie. C'est un soutien dont vous vous passeriez ou vous le prenez? Je l'écoute, je l'entends. Ce sont surtout les électeurs qui doivent aussi l'écouter et l'entendre. Merci. Madame Bordas? Écoutez, moi ça me fait sourire. Ce sont des propos très critiques, très sévères. Oui, vous savez, regardons, vous m'excuserez, mais je ne suis pas sûre que d'appeler voter Madame Meunier de la part de M. Chauvignat est un poids extraordinaire sur la circonscription. Et rappelons qui est quand même M. Chauvignat. Et puis parler de mon incompétence et de mon peu de fiabilité. Écoutez, moi, je crois avoir mené des dossiers sur la ville de Brive. Il y a des dossiers que j'ai menés seul avec mon homologue sur l'agglomération avec Patricia Broussol. Je n'ai pas souvenir que cela ait pu gêner M. Chauvignat. Et s'il a été exclu sur la mairie de Brive, il ne le doit pas à Mme Bordas. Et on va clore ce chapitre et je me tourne vers vous, Madame Meunier. Vous venez de l'UDI. Finalement, vous auriez aussi pu être une candidate En Marche. C'était une option. Vous avez des regrets sur ce point? Absolument pas. Franchement, absolument pas. Parce que moi, vraiment, je suis une femme de conviction et je préfère être une femme libre, pouvoir m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer, plutôt que d'être une femme un petit peu prise dans un cercle. Je m'explique. On nous annonce demain une Assemblée nationale avec 450 monocolores. Voilà, députés Macron monocolores. Ça veut dire que Mme Bordas va être noyée dans ces 450 députés. Si moi je suis élue de la Corrèze, j'aurai un groupe qui va être, allez, 80, je suis peut-être généreuse. Eh bien, je vais vous dire, je préfère être dans un groupe où il y a 80 députés que dans un groupe où il y a 450 députés. Pourquoi? Tout simplement parce que vous vous faites mieux entendre quand vous êtes 1 dans 80 que 1 dans 450. Ça, c'est de la rhétorique aussi. On vous rétorquera que quand c'était la droite ou quand ce fut la gauche qui était au pouvoir et en capacité d'être hégémonique à l'Assemblée nationale, aucun des deux camps ne s'est privé pour dire allez-y et votez pour nous. Êtes-vous sûr que lorsqu'on est dans une Assemblée nationale où il y a une telle majorité, que tous les députés ils vont être le doigt sur la couture du pantalon pour être aux ordres de la gouvernance, tout simplement? Madame Bordas, vous allez être aux ordres en quelques mots? Non, je ne serai pas aux ordres parce que ça ne vous a pas échappé que suite à l'élection d'Emmanuel Macron, notre président de la République, il a bien demandé qu'on fasse de la politique autrement et je crois que les votes montrent que les gens veulent qu'on fasse de la politique autrement. Sur un des premiers chantiers du quinquennat, justement, la réforme du Code du travail, vous voteriez ce texte directement, sans l'amender? Quelle va être votre position? Je vous rappelle que pour le texte n'est pas encore bouclé. Absolument. Et que ce texte m'intéresse et que je voterai ce texte avec très certainement les amendements que les uns et
les autres, nous pourrons apporter. Parce qu'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est d'avoir fait le terrain et surtout d'avoir rencontré les chefs d'entreprise. Ils attendent et les salariés aussi attendent, justement. Moi, aujourd'hui, quand on dit j'ai changé, comment se ferait-il que je pourrais me retrouver avec Emmanuel Macron? Simplement parce que je crois que quand j'ai claqué la porte, c'est parce que j'ai qu'un intérêt, c'est un intérêt du territoire. C'est tout. Madame Meunier, sur cette réforme du Code du travail, c'est finalement aussi un texte que vous pourriez voter, vous la droite? Bien sûr, tout à fait. C'est un texte qu'on a essayé de faire passer durant ces 5 dernières années avec un président donc, de gauche. On a essayé de se battre pour cela. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un texte qui est très intéressant. Il doit être mûri, il doit aussi aboutir parce que malheureusement, on n'en connaît pas encore les détails. Malheureusement, on ne sait pas exactement ce qu'il y a encore dedans. Mais c'est intéressant et je pense qu'il faut continuer et aller plus loin et mettre en place une politique qui est quand même une politique libérale, malgré tout, la mettre en place pour pouvoir bien sûr donner aux chefs d'entreprise beaucoup plus de liberté, de flexibilité. Et moi aussi, j'ai rencontré énormément de chefs d'entreprise, que ce soit des petites ou des moyennes entreprises. Vous savez ce qu'ils disent ? Ils disent on voudrait de la visibilité. C'est le mot qui revenait à chaque fois. Et je crois que c'est ça aujourd'hui. Les chefs d'entreprise, comme les salariés, veulent savoir où ils vont. Et qu'on arrête de faire des lois sur des lois, qu'on arrête de prendre constamment des décisions qui viennent toujours modifier leur quotidien. Emmanuel Macron a promis dans son programme de ne pas réformer 2 fois le même impôt, par exemple. Ça va dans votre sens? Bien sûr, mais ça me paraît tellement plein de bon sens. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que cette vie politique soit dans le bon sens et dans l'intérêt de l'économie, l'intérêt de notre agriculture. Il faut aller dans l'intérêt et il faut arrêter de faire des lois pour faire des lois. Ce qu'on comprend à demi-mot, c'est que si vous êtes élu, vous voterez certaines des lois portées par Emmanuel Macron, clairement? Bien sûr. Mais bien sûr, je crois qu'il ne faut plus être dans cette opposition systématique. C'est ridicule. Il faut que nous aussi, on sache entendre, qu'on sache évoluer. Vous savez, moi, je suis une élue, puisque je suis une élue aujourd'hui. Oui, maire de Malmort. Vous êtes aussi vice-présidente du conseil départemental. Donc, une élue de proximité. Je suis constamment sur le terrain. Ça ne fait pas 3 mois que je suis sur le terrain. Ça fait 3 ans que je suis sur le terrain. Donc, ça veut dire que le fait d'être une élue de proximité me fait apprendre aujourd'hui beaucoup de choses. Et il faut avoir du bon sens. Moi, je dis aujourd'hui, l'élu doit être un élu de bon sens. Et écoutez, ça c'est important. Ça veut dire que vous écoutez mieux, que vous avez plus de bon sens que Mme Bordas, parce que pour le coup, vous vous rejoignez sur cette loi travail, et on a l'impression qu'en tout cas sur ce plateau aujourd'hui, vous avez décidé de faire chacun campagne dans votre camp et de ne pas vous opposer. Alors pour les téléspectateurs et pour les électeurs, c'est compliqué finalement. Laquelle de vous deux choisir? Il y a un point où on est très en désaccord toutes les deux. Je vous donne un exemple. Allez-y. Moi je dis aujourd'hui, j'ai des mandats qui sont des mandats de maire et un mandat au conseil communautaire, où il y a 48 communes. Madame Bordas s'expliquera, elle dit moi je quitte mes mandats parce que je veux me consacrer entièrement à Paris. Moi je dis, je reste, non pas maire puisque je ne peux pas, mais je reste conseillère municipale et je reste conseillère communautaire. Il n'y a pas de rémunération. Il faut bien l'entendre, mais pourquoi je fais ça? Eh bien, tout simplement parce que je veux garder un pied dans les problèmes et dans les dossiers de la Corrèze. Et je serai corrézienne avant d'être parisienne, parce que si je veux remonter les problèmes, si je veux remonter les difficultés, il faut que j'ai un pied dans la Corrèze. Et le conseil communautaire, c'est 48 maires. 48 maires. Donc ça vous permettra, vous le pensez, d'avoir toujours l'écoute des maires. Madame Bordas, si vous êtes élue, quel type de député serez-vous? Vous aurez une permanence, 50% en Corrèze, 50% à Paris? Pas du tout. Je veux répondre par rapport à Madame Meunier et surtout expliquer l'intérêt d'être une députée avec un mandat unique. Aujourd'hui, je laisserai mon mandat de conseillère municipale de Brive et de conseillère communautaire où on a une indemnité, Madame Meunier. Donc, moi, je laisserai... il n'y en a pas, la mairie de Malmort. Je laisserai donc les indemnités... Non, mais de conseillère communautaire de l'agglomération. Simplement parce que je crois aujourd'hui que... Je crois qu'il faut bien rappeler ce que représente notre circonscription, la 2e circonscription. Elle va de Riac-Saint-Try, elle passe par Brive, par Malmort, et elle va jusqu'à Bénail, Montgibaud, Lubersac. Aujourd'hui, c'est 106 communes. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment on peut être. Il n'y a pas que l'agglomération est très importante, mais il n'y a pas que 48 communes. Et moi qui ai fait l'ensemble des communes, c'est aussi l'inquiétude qu'ils ont, c'est d'avoir ce ressenti qu'on ne s'occupe que de certaines communes. Donc, ce que je ferai, j'aurai des permanences décentralisées où je sanctuariserai des dates, que ça soit sur Saint-Privat, que ça soit sur Obja.
Partout, j'ai déjà défini avec les maires sur ma campagne. Pourquoi? Parce que c'est une vraie réponse et c'est ce que veut notre président Emmanuel Macron, c'est-à-dire être une interface. Vous serez à l'écoute, c'est ce que vous nous dites. Vous nous parlez du maillage territorial, je vais vous parler du maillage médical. C'est une question importante sur votre circonscription. Pour attirer les médecins, ce n'est pas simple, les spécialistes, c'est encore plus compliqué. Nous avions fait France 3 un reportage sur les ophtalmologistes. C'est difficile d'avoir un rendez-vous avant un an. Qu'est-ce que vous pourrez faire si vous êtes élu député? Alors, si je suis élu député, je crois qu'il faut mettre en place, d'abord ouvrir le numerus clausus pour qu'il y ait plus de médecins qui sortent de l'école, mais là, il faut 10 ans, donc ça ne va pas se faire tout de suite. Mais je pense qu'il faut avoir une sorte de quota pour dire, là où il y a trop de médecins, il faut fermer l'installation des cabinets ou alors mettre en place des médecins, mais sans rémunération de la sécurité sociale, puisqu'il y a trop de médecins. C'est-à-dire que pour 10 personnes, vous avez 20 médecins, donc il y a quand même le choix. Mais par contre, là où il y a un manque de médecins, il faut à ce moment-là, avec la sécurité sociale, leur permettre d'avoir une meilleure rémunération et avoir un meilleur produit, un rendement pour leur travail. C'est en réalité équilibrer les territoires. Et ça me paraît important. Vous savez que tout le monde a essayé de le faire, cet équilibrage, et que c'est extrêmement compliqué. Vous nous avez donné vos propositions. Quelles sont les vôtres, Madame Bordas? Alors moi, c'est pareil, elles sont très simples. Je crois que pour avoir rencontré l'ensemble des maires qui ont expliqué cette inquiétude des médecins qu'ils ne trouvent pas, aujourd'hui, on a je dis bien une des solutions. Ce n'est pas la solution miracle, mais une des solutions qui serait les maisons de santé. Parce que je crois que les maisons de santé existent, oui, pour partie, mais elles sont loin d'être installées partout sur notre territoire. Et je crois que c'est important aujourd'hui de regrouper. Il faut surtout que ça ne parte pas. On a un bel exemple aujourd'hui qui est la maison de santé de Bénin, qui est partie avec des... Oui, une maison de santé ne fonctionne que si elle part par les professionnels de santé. La maison de santé ne peut pas partir que par les élus, en complémentarité avec les élus. Et je crois aujourd'hui qu'il faut réfléchir à donner des rémunérations aux médecins pour qu'ils puissent venir sur nos territoires ruraux. Ça, je crois qu'aussi c'est très important. Ça peut être un premier geste pendant 1 an ou 2 pour qu'ils se rendent compte aussi de l'attractivité de notre territoire. Mais vous dites que la santé est une priorité. Mais vous savez, la santé, comme le reste, ne sera aussi une priorité que si nous accompagnons ce que le président du conseil départemental, et Mme Meunier est très bien placée pour le savoir, c'est le désenclavement numérique. Parce qu'aujourd'hui, c'est franchement la première des priorités, j'ai envie de dire, sur notre département, qui est tant pour l'économie que pour la santé, pour le travail, le télétravail, et ça, il faut à tout prix. Là, pour le coup, on situe à un échelon départemental, et le conseil départemental a déjà voté des dispositions mais il faut que l'État... très particulières d'ailleurs pour la Corrèze. Il va falloir que l'État l'accompagne. Le 100% fibre, c'est le département avec M. Coste qui le met en place. Et il va falloir que l'État l'accompagne un petit peu plus fort pour que ça active. Alors qu'avant, ça n'a jamais été fait. Donc, dès que M. Coste est arrivé, il a mis ça en place. Donc, pour le coup, là, on est à l'échelle départementale. Oui, l'échelle nationale, ça ne sert plus à rien, c'est ce que vous dites pour ces travaux-là? Non, parce qu'on a besoin de l'État pour financer. Quand même, me semble-t-il, utile. Pour financer. Et Mme Bordas me rejoint quand elle dit qu'il faut mieux rémunérer le médecin en situation rurale, bien évidemment. Mais qui rémunère le médecin? C'est la sécurité sociale. Donc c'est pour ça, quand je dis il faut une aide plus importante et une indemnisation plus importante de la sécurité sociale, et quant aux maisons de santé, oui, mais c'est le même problème. Encore faut-il faire venir les médecins. Et le problème reste le même. Si vous ne trouvez pas un moyen pour les faire venir, ils ne viendront pas. Ils iront s'installer là où il y a déjà beaucoup trop de médecins. Alors on va arriver rapidement au terme de ce débat. Je voudrais savoir, sur la courte campagne de l'entre-deux tours, qui vous allez cibler, vers qui vous vous tournez pour convaincre les électeurs? L'abstention. Je crois que c'est véritablement là où il faut aller chercher les voix. 50%. Mais c'est-à-dire que vous faites campagne où exactement? À Brie, vous avez choisi de cibler, c'est ce que vous avez dit? Oui, on cible des secteurs, on essaye de convaincre, on essaye à travers aussi les articles de journaux, à travers le Facebook, on essaye de dire aux gens, ayez une prise de conscience, c'est quand même les législatives, c'est la gouvernance, on n'est plus dans la présidence mais la gouvernance, et votre avis est aussi important, et vous avez cette chance de voter. Saisissez-la et votez Frédéric Meunier.
Madame Bordas, pour conclure. Et moi, pour conclure, je crois qu'il faut surtout rappeler aux électeurs, d'abord les remercier, mais rappeler aux électeurs et aux électrices aussi qu'on est porteur pour les aider sur des projets. Je vous parlais tout à l'heure du numérique. Je veux leur dire aussi que je serai la députée qui va porter le désenclavement ferroviaire. Qu'il faut arrêter de dire qu'on veut une LGV. On sait pertinemment que la LGV, c'est pas possible. Donc moi, je travaillerai aujourd'hui pour qu'on arrête ce gâchis qu'il y a eu, parce qu'aujourd'hui, il faut travailler sur le pôle, sur le Y renversé, puisqu'on sait pertinemment aujourd'hui qu'il va y avoir un doublement de la ligne Brive-Lyon et qu'on va pouvoir utiliser la partie qu'il y a entre Paris et Vierzon, qui sera donc en rapide, et on pourra avoir Brive de Paris en 3 heures. Et c'est sur ça, c'est sur des choses concrètes, et arrêtons de ce gâchis de l'argent public, et c'est en défendant des projets qui sont nécessaires pour notre territoire que je dis votez pour la candidate d'Emmanuel Macron, notre président de la République. En l'occurrence, vous-même, Patricia Bordas. Mesdames, merci d'être venues débattre sur ce plateau et nous allons poursuivre ici les débats avant le second tour avec 2 autres candidats. Je vous invite à quitter le plateau et à laisser votre place, qualifiés sur la circonscription de la Haute-Vienne, et je les invite à nous rejoindre. Pendant ce temps-là, eh bien, nous allons revenir sur les résultats de ce premier tour, sur la 2e circonscription de la Haute-Vienne. Allez-y, Monsieur Allard, Monsieur Djebari, installez-vous. Alors, on va regarder vos résultats. Jean-Baptiste Djebari, candidat de La République En Marche, est arrivé largement en tête, très largement, même 35,7% des suffrages. Et Pierre Allard, candidat ADS-PCF, maire de Saint-Junien, s'est qualifié aussi pour le second tour avec 12,2% des votes. C'est 3 fois moins que son adversaire. Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. Et je me tourne d'abord vers Jean-Baptiste Djebari. Vous avez eu la victoire modeste pour ce premier tour. Vous avez déclaré vouloir rester concentré et motivé, mais vous êtes en tête. C'est un rôle à assumer, non ? Oui, c'était un rôle à assumer, mais effectivement, on a été enthousiaste à la réception de ce vote pour le premier tour, et on est resté concentré et motivé pour le second tour. On a gardé cette méthode qui est la nôtre, qui est de faire des réunions publiques tous les jours, et de rencontrer les acteurs économiques et sociaux du territoire tous les jours, et de participer aux événements, effectivement, tractage, boitage, à la rencontre des acteurs et des citoyens de ce territoire tous les jours. Donc on est concentré jusqu'au bout. Pierre Allard, plus de 20 points d'écart à l'issue de ce premier tour. Vous êtes qualifié, c'est une bonne chose, mais est-ce que ce handicap de 20 points, c'est insurmontable ? Je ne pense pas que ça soit insurmontable. Quand on regarde un petit peu les réserves de voix qu'il y a à gauche dans cette circonscription, ce n'est pas insurmontable. Et puis, il y a aussi une réserve importante qui est l'abstention. Sur la 2e circonscription, même si elle est un peu moindre qu'au niveau national, mais il y a une réserve importante au niveau de l'abstention qu'il faut aussi aller chercher toute cette semaine, et on est en train d'y travailler. Comment on fait pour aller chercher des électeurs qui n'ont pas voulu se déplacer déjà au premier tour, là où généralement on peut exprimer sa sensibilité politique ? Eh bien, on essaye de leur expliquer que le vote, c'est un droit que l'on a acquis en France depuis longtemps, que c'est une possibilité d'exprimer une colère, une satisfaction, et que c'est aussi choisir pour son avenir dans un territoire qui est le territoire où ils vivent. Donc voilà, c'est une approche, c'est une discussion, c'est une présence qui est au quotidien pour essayer d'inciter des personnes qui d'ailleurs n'étaient pas venues des fois au premier tour, parce que quand vous avez 12 candidats, ça n'incite pas toujours, malgré tout, on le voit bien. On se rend compte qu'au départ, on pensait que depuis des années, plus de candidats... 12 candidats, dont 2 et vous-même qui portiez un programme qui est très proche de celui de Jean-Luc Mélenchon. Il y avait évidemment le candidat de la France Insoumise, Hubert Urard. Et puis vous-même, Hubert Urard, qui est arrivé 350 voix derrière vous, hein, c'est très peu. Il ne vous soutient pas, Hubert Urard. Comment vous expliquez ça ? Pas qu'il ne me soutient pas, vous avez un appel national de Absolument. Au niveau national, il y a un appel, mais localement... Si vous regardez bien sur les réseaux sociaux, vous verrez que Hubert Urard ne vient pas contre ma candidature sur ce secteur-là. Donc c'est vrai que la campagne a été compliquée. C'est compliqué pour des organisations qui sont très proches à un moment donné, mais l'essentiel, et on l'a dit sur ce plateau, on n'a jamais été adversaire, on est concurrent, et je crois que le résultat que l'on a fait au terme de ce premier tour est important, puisqu'il est supérieur en pourcentage à ce qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon sur ce territoire. Donc je crois que c'est aussi, voilà, on a pu regretter des choses, il restera à construire pour demain, et il y a une base qui est très solide pour construire. Jean-Baptiste Djebari, est-ce que vous faites un appel aux électeurs du PS ou aux électeurs de l'UDI, hein, sur ce plateau, on vous a comparé, Vincent Léoni, les candidats de La République En Marche, à des clones. Vous avez entendu cette phrase-là. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre, ou à ces électeurs, aux électeurs qui ont voté UDI ou PS ?
Non, d'abord, moi, je voulais dire que nous, on ne fait pas de mathématiques sur les reports de voix. On est concentré sur le projet. Et dans nos réunions, on a des électeurs ou d'ex-électeurs d'ADS, d'UDI, d'LR. Je ne fais pas de mathématiques, M. Djebari. Je répondais à la question. Non, bien sûr, mais je veux dire qu'on a aussi des méthodes un peu différentes. C'est vrai que la méthode traditionnelle, c'est de regarder, de sous-peser les reports de voix en imaginant que tout ça peut être... À la fois, pour être élu, il faut obtenir le plus de voix possible. Et c'est absolument vrai. Et il faut avoir des voix sur un nom. Vous-même, vous avez été mobilisé... Vous avez postulé à La République En Marche, c'est vous qui avez été investi, donc il y a aussi une histoire de personne. Bien sûr, il y a une histoire de personne, il y a une histoire effectivement d'incarnation du projet. Et ça, j'espère, je crois, qu'on arrive à incarner cette forme de renouveau, des nouveaux visages, des nouvelles motivations, des nouveaux parcours. J'ai un profil atypique qui, effectivement, a à la fois un regard de l'intérieur du territoire, mais aussi de l'extérieur, enrichi d'une expérience européenne et nationale. Et je crois qu'on a beaucoup de retours assez positifs, des gens qui viennent dans nos réunions et qui disent que ça fait du bien d'avoir ce vent d'air frais de candidats venus un peu d'ailleurs. Et des gens qui sont habitués à voter PS, ou traditionnellement qui votent UDI, vous n'avez rien à leur dire ? Moi, je les vois, ces gens-là. Ils viennent dans nos réunions. Donc, je vais pas... Pour l'instant, ils n'ont pas voté pour vous, ceux-là. C'est ceux-là dont je parle. Je vais répondre sur la question des clones. Oui. Moi, ça m'amuse beaucoup, cette expression de M. Léoni, puisque dire que les clones sont ceux qui ont construit pendant 1 an et demi le projet d'En Marche et qui, éventuellement, se sont positionnés sur nos voix à l'occasion de ces élections et qui ont été des millions à voter pour le programme d'Emmanuel Macron au niveau des présidentielles, c'est être un peu irrespectueux face à des gens qui sont aujourd'hui en quête d'une forme de renouveau de la vie démocratique. Donc, si effectivement la France est un pays de clones, alors je laisse la responsabilité à M. Léoni. Donc, vous pensez qu'avec votre programme, vous allez pouvoir attirer davantage d'électeurs au second tour que vous n'en avez attiré au premier ? Absolument. Et d'ailleurs, dans nos réunions publiques, on voit des gens qui n'ont pas voté pour nous au premier tour, qui n'ont d'ailleurs parfois pas voté, ou qui sont parfois très loin de nos idées politiques. On a eu des électeurs du FN qui sont venus et avec qui on a discuté. Donc, effectivement, le projet à lui seul et l'incarnation de ce projet par ma candidature dans la deuxième circonscription est de nature à rassembler au-delà des personnes qui ont voté pour nous au premier tour. Alors Pierre Allard, vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, mais vous vous tournez vers qui pour cette courte campagne avant le second tour du tractage, du meeting traditionnel, oui, ou au contraire, sûr, il faut faire table rase de tout ça et trouver une nouvelle façon de faire de la politique ? Non, mais la nouvelle façon de faire de la politique, finalement, je m'aperçois qu'elle est identique à la précédente, donc je suis un peu amusé sur la réponse. Et puis, je voudrais juste rappeler que le comptage des voix, effectivement, c'est pas mathématique. Mais c'est nécessaire. Mais Emmanuel Macron, au premier tour de la présidentielle, il a bien compris qu'il fallait rectifier le tir pour passer au deuxième. Donc il a fait un petit peu de comptage par rapport à Marine Le Pen. Moi, je crois que la méthode, elle est un peu la même pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller voir les électeurs à la fois sur le terrain, d'expliquer les choses. Il y a des réunions publiques, il y a la présence dans un certain nombre de lieux, il y a des visites à certains endroits, il y a la présence ici sur votre plateau. La démarche est à peu près la même pour tous les candidats, je dirais. J'en ai pas vu de bien différentes aujourd'hui. Après, le contenu du programme, lui, est différent, mais la démarche en soi est à peu près similaire. Alors justement, vu du PCF, est-ce qu'un candidat aujourd'hui, un candidat à La République En Marche et un candidat qui serait tout simplement Les Républicains, c'est la même chose ? Non, c'est pas la même chose. La preuve, si ça avait été la même chose, vous n'auriez pas La République En Marche et les Républicains qui étaient en campagne les uns contre les autres. Donc c'est pas forcément la même chose. Mais c'est pas à moi d'aller juger qui est le meilleur des deux. Moi, pour l'instant, j'ai Jean-Baptiste Djebari en face de moi, donc je dialogue avec lui. Si j'avais un candidat des Républicains, je dialoguerais avec lui. Jean-Baptiste Djebari, vous êtes entrepreneur, vous nous l'avez rappelé. Vous voyez donc les choses, j'imagine, avec un regard de chef d'entreprise. Est-ce qu'il faut justement administrer la France, ou peut-être vous préférez le terme gérer la France désormais quand on est un politique ? Non, je crois qu'il y a de la place effectivement pour l'État régulateur, absolument. On le voit sur, par exemple, les États généraux de l'alimentation et de la filière agricole. Il y a un rôle de régulation de l'État, c'est absolument important. En revanche, dans un certain nombre de secteurs de l'activité, effectivement, il doit y avoir plus de flexibilité, notamment, on pourra parler de la loi travail, absolument, au niveau des acteurs qui sont les acteurs de proximité, de terrain, vers lesquels il faut avoir effectivement plus de flexibilité, mais ce n'est pas un blanc-seing. Plus de flexibilité, la loi travail en porte un peu, elle permet effectivement de décentraliser le dialogue social au niveau de l'entreprise, mais elle est aussi créatrice d'un certain nombre de protections. Et je pense que la mesure qui porte ou qui crée le chômage, l'assurance chômage universelle, notamment pour les gens qui n'en bénéficiaient pas, qui sont les exploitants agricoles, les professions libérales, les commerçants et les indépendants, est une loi qui est probablement la loi la plus sociale qui aura été faite ou qui sera faite. Mais pour l'instant, les gens ont du mal à voir comment ça va se mettre en place. Ce qu'ils voient surtout, c'est que pour l'instant, cette loi travail va permettre de licencier plus facilement, avec toujours cette question qu'on se pose, comment est-ce que licencier plus facilement permet d'avoir plus d'emplois ? Non, mais je crois que c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet de la loi travail, c'est de dire comment on crée de la croissance, comment on sécurise les parcours individuels et comment on lutte contre le taux de chômage. C'est ça l'objectif de la loi croissance, de la loi travail. Lapsus révélateur. Pierre Allard, cette loi travail, il y en a déjà eu une première, vous étiez contre, la seconde ? Non, mais je voudrais revenir quand même sur l'agriculture, parce que l'État régulateur en matière agricole,
Moi, pas de souci. J'ai entendu le plan de 5 milliards d'euros, d'ailleurs, qui est d'1 milliard par an, parce que ce n'est pas 5 milliards par an. Hein. Il faut le mettre en concordance quand même avec la PAC. La politique agricole commune, c'est 7 milliards par an. Donc c'est quand même un petit plan de régulation de l'agriculture. Mais j'aimerais comprendre comment ce plan, aujourd'hui, vous dites que l'État se présente en tant que régulateur au niveau agricole. Comment? Parce que le plan, on l'a, 200 millions d'euros vers les installations agricoles qui veulent aller vers la transition écologique. Le chômage, pour la possibilité d'accéder au chômage, c'est déjà dans ce plan, donc c'est inclus dans le milliard d'euros annuel. Donc où est la régulation de l'État à ce niveau-là et où est le financement quand même du système d'allocation chômage, même si c'est un chômage universel, dès lors que les cotisations chômage vont être supprimées des fiches de paye? Je vais répondre aux questions. Alors d'abord, effectivement, le plan de 5 milliards dont vous parlez, c'est un plan qui vient soutenir l'investissement. La régulation de l'État, elle se passera en 2 temps. C'est d'abord les États généraux qui vont mettre autour de la table les producteurs, les transformateurs et les distributeurs pour parler du prix. Les 5 milliards, il y a le chômage aussi, monsieur. Je vais répondre à toutes vos questions. J'ai la fiche mais de dans l'ordre. Macron quand même. Je vais répondre à toutes vos questions et dans l'ordre. Donc d'abord, c'est la discussion entre les acteurs de la filière sur le prix. Payer le prix juste. Aujourd'hui, on a des agriculteurs, notamment la filière, on va dire, bovin et ovin, qui ne vit plus du prix. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, effectivement... Vous pouvez ajouter la filière lait en ce moment, oui, effectivement. Les laitiers. Mais absolument, absolument. Qui ne vivent plus du prix. Donc là, c'est effectivement répartir de façon plus logique, plus humaine, la marge, la valeur ajoutée qui est créée dans la filière. Jean-Baptiste El-Djebari, je vous arrête, puisque les gouvernements précédents ont tous cherché à faire ces accords entre l'agro-industrie et les producteurs. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué, c'est pour ça que c'est en 2 phases. La première phase, la discussion. La deuxième phase, à défaut d'accord, la régulation par l'État. Et là, c'est une régulation des prix par l'État. S'ajoute à ça, effectivement, le plan de 5 milliards sur l'investissement. Et pour répondre au bout de vos questions, effectivement, sur comment on finance tout ça, nous, on a un prisme très clair. On dit que le travail, en France, est trop taxé. Et il subit trop la concurrence, notamment de nos concurrents intra-européens. Donc on baisse la fiscalité sur le travail, on finance le budget de la protection sociale par la hausse de la CSG, on en exonère les moins aisés et on pourra aller dans toutes les techniques que vous voulez pour aller réellement parler de la vie des concitoyens et notamment ceux qui gagnent le moins. Et on améliore le pouvoir d'achat par des mesures qui sont très précises, augmentation de la prime d'activité et revalorisation des minima sociaux. Les agriculteurs n'ont pas droit à la prime d'activité. Hein. Pardon ? Les agriculteurs n'ont pas droit à la prime d'activité. Non, mais je vous parle du cadre général. Non, on était dans l'agriculture. Non, mais moi, le financement, c'est général. Vous me dites comment on finance. Non, mais moi, je vous demandais comment vous financez. D'accord, mais l'assurance chômage, c'est universel, monsieur. L'assurance chômage, c'est universel, donc c'est l'État, c'est pas par filière. Donc on finance oui, non, mais j'ai bien compris, par l'État, par la CSG. Sauf qu'à partir du moment où vous amenez toutes les filières à l'assurance chômage universelle, oui, ce que financement donc par l'État. Je n'aime pas. Donc vous faites un financement par l'État, sauf que l'État, il va bien chercher ses recettes chez quelqu'un. Bien sûr. Et donc chez le particulier. Alors je vous le réexplique. Non, mais j'ai bien compris, mais chez le particulier. Finissez de me répondre. Chez le particulier au travers de la CSG. Comment marche l'impôt en France ? Oui, mais on est d'accord. Donc vous êtes parti sur une augmentation d'impôt autrement. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de l'augmentation d'impôt sur le revenu, mais on va faire de l'augmentation d'impôt par le biais du bulletin de salaire. Non, on baisse les cotisations sur le travail. Je vais vous expliquer. On baisse les cotisations sociales sur le travail, plus de salaire net pour les particuliers et moins, effectivement, de charges pour les entreprises. Ça leur permet d'investir et d'employer. Voilà. Ensuite, on finance avec la CSG, on en exonère. Vous la prenez quand même sur les salaires, la CSG. La CSG, on la prend non seulement sur les salaires, et aussi sur le capital. Et sur le capital immobilier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait, c'est que c'est une assiette plus large qui est plus performante. Et oui, pour aller jusqu'au bout du sujet, oui, on demandera un effort aux salaires les plus aisés. Et le salaire les plus aisés, le seuil, c'est à peu près à 2 200 €, paieront, c'est vrai, et ça s'appliquera aussi aux retraités, environ 35 € par mois de plus, c'est vrai. Quand on a des retraités qui sont dans nos réunions publiques, ça ne leur fait pas plaisir, mais au titre de la solidarité intergénérationnelle, ils le comprennent. Oui, ça s'appelle la solidarité. Oui, mais il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous ne leur dites pas aussi que la suppression de la taxe d'habitation devrait être compensée par l'État vers les collectivités, donc il va bien falloir aller chercher tout cet argent à un moment donné. On va tout à fait au fond, et je vais vous l'expliquer à nouveau. La taxe d'habitation, effectivement, elle est supprimée parce que c'est un impôt injuste, assis sur des valeurs des années 70 et très inéquitable en France. On la supprime pour 80% des assujettis, on la remplace euro par euro pendant 5 ans, le temps de reconstruire un nouvel outil fiscal assis sur ce qu'on appelle le potentiel fiscal, c'est-à-dire la contribution effective des habitants des collectivités, de manière à préserver pour les collectivités le pouvoir fiscal. Donc c'est une compensation d'abord, un nouvel outil modernisé après à votre disposition. Mais il va bien falloir aller chercher ces 10 milliards en quelque part. Alors deux questions, messieurs. Après cet échange. En creux, Pierre Allard, vous nous dites qu'il y a des impôts qui vont augmenter de manière importante, des impôts cachés même dans le programme d'Emmanuel Macron ?
Écoutez, des impôts cachés, je ne sais pas si c'est caché, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, en tous les cas, effectivement. La taxe d'habitation, ce qu'on ne dit pas après, c'est comment on va chercher l'argent de la taxe d'habitation. Donc là, je l'ai bien entendu. Comment est-ce qu'on va financer l'assurance chômage universelle, moi, et je suis absolument favorable à ce qu'il y ait l'assurance chômage universelle, ça ne me gêne pas, sauf qu'à un moment donné, cette assurance chômage, ce qui me gêne un plus, c'est la régulation par l'État, alors qu'aujourd'hui, elle se fait par les travailleurs, par les représentants des assurés sociaux et du patronat également, où il y a une gestion qui me semble être paritaire. Équitable, paritaire, avec des cotisations qui rentrent et des indemnités qui sortent. Là, la régulation par l'État, je sais ce que ça veut dire à chaque fois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'il y a un problème de financement, eh bien on baisse. Donc, mais on baisse que d'un côté, c'est-à-dire qu'on baisse celui qui reçoit, mais on ne baisse pas celui qui paye. Donc c'est aussi une crainte que j'ai pour l'avenir dans ce pays sur cette régulation et cette volonté que l'État reprenne en main un certain nombre de choses qui jusque-là, malgré tout, ne fonctionnaient pas si mal que ça. Alors on va clore, si vous voulez bien, sur ce chapitre. Je voudrais vous emmener sur une autre thématique de votre circonscription, une thématique qui vous est chère, Pierre Allard, c'est la santé, notamment les hôpitaux, la défense des services publics. Qu'est-ce que vous portez dans votre projet sur ce thème ? Alors là, on ne va pas être d'accord avec M. Djebari, donc autant se le dire tout de suite. Moi, je porte une réforme des hôpitaux, du financement des hôpitaux. Moi, je souhaite la suppression de la tarification à l'activité, qui est, pour faire très court, c'est une enveloppe nationale qui est fermée, qui est répartie sur les hôpitaux pour leur assurer leur budget. Quand un hôpital a son activité qui s'accroît, l'enveloppe ne suit pas. Le problème, c'est qu'à l'arrivée, il se retrouve en déficit. Alors, l'État a trouvé des solutions, soit il réduit le financement, soit il ferme des lits et tout. Moi, je suis pour qu'on réajuste sous contrôle de l'État, bien sûr, hein, pas de manière, on ne va pas laisser faire les choses comme ça, mais qu'on réajuste le financement des hôpitaux publics qui, au-delà de la santé, ont aussi une mission de recherche, une mission de formation, une mission d'expertise, y compris sur les molécules onéreuses pour les cancers et autres. Donc il faut redonner aussi des moyens à nos hôpitaux. Faites le tour de nos hôpitaux. Ils sont engorgés au niveau des urgences. Ils sont dans les services, les personnels sont à bout de souffle. Donc il faut absolument redonner des moyens financiers à nos hôpitaux parce que je crois que la santé dans ce pays, c'est quelque chose d'important. Et on est sur une circonscription où il y a les 3 plus gros hôpitaux de ce département. Jean-Baptiste Djebari, je me tourne vers vous. Là, le Premier ministre Édouard Philippe l'a rappelé pas plus tard qu'hier, hein, il faudra maintenir le déficit sous les 3%. Et il a ajouté que ça s'annonce compliqué, donc il va falloir trouver de nouvelles économies. Ça pourrait être dans les hôpitaux, par exemple, dans les services publics territoriaux ? C'est vrai, et la phrase d'Édouard Philippe va me permettre de répondre aux 2 questions. D'abord, comment on fait effectivement pour financer le budget de l'État ? On fait 2 choses. Effectivement, on fait évoluer le potentiel fiscal, la façon dont on taxe ménages et entreprises, et en même temps, on fait des plans d'économie. Donc on a un plan d'économie de 60 milliards sur 5 ans qui permettra d'avoir plus d'efficience dans la dépense publique et donc de rester sous les 3% effectivement de la dette du déficit public, des critères de Maastricht. Sur les hôpitaux publics, on n'est effectivement pas d'accord. Vous proposez la suppression de la taxe de la tarification à l'activité, la T2A. On propose de garder une part forfaitaire parce que je crois que cette part-là, oui, elle est nécessaire. Et effectivement, on propose de créer un complément qui sera assis sur la valorisation du service médical rendu, donc quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et je prends un exemple très concret. Quand aujourd'hui quelqu'un va faire 2, 3, 4 allers-retours entre son généraliste et l'hôpital, c'est effectivement un parcours qui n'est pas fluidifié. Mais après, ça met en jeu effectivement la meilleure articulation entre la médecine de l'hôpital et la médecine de ville, entre le monde urbain et le monde rural. La seule différence entre nous et vous, c'est que vous dites que vous la supprimez, vous n'expliquez pas comment. Nous, on vous dit comment on rénove la tarification à l'activité. Ah ben moi, je peux vous dire comment, ça c'est pas un souci, je peux aller plus loin si vous voulez dans la partie financière. Hein. Alors on va pas aller plus loin dans la partie technique et financière, on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord sur la façon dont on finançait les hôpitaux et sur la tarification à l'acte. Si vous voulez qu'aujourd'hui on a des hôpitaux, des services entiers qui ferment parce qu'il n'y a plus de financement dans ces structures-là. Et ça me paraît tout à fait inadmissible. Et vous pensez qu'Emmanuel Macron et son gouvernement vont poursuivre dans cette même logique? Vous avez dit, Emmanuel Macron, c'est 100% communication, 0% action. Vous entendez quoi par là? J'ai dit pour l'instant. Pendant Absolument. la phase des législatives, oui. Il faut rajouter jusqu'au bout de la phrase. On voit que c'est déjà plus vrai, puisque effectivement, il y a déjà de l'action, et notamment sur la loi qui porte le renouvellement de la vie démocratique. Je pense qu'il y a des choses qui sont alors là, j'attends quand même pour voir, quand je vois que c'est M. Bayrou qui la porte, et que je vois les petites casseroles qu'il a actuellement, ça me fait sourire. Ça me permet d'ailleurs de faire une remarque sur cette loi. Moi, j'aurais préféré quand même qu'on commence par le début, c'est-à-dire qu'on crée un vrai statut de l'élu dans ce pays, un statut qui permette aux élus, aux citoyens,
de tous bords, de droite, de gauche, sans étiquette, de pouvoir se présenter en ayant la certitude demain, lorsqu'ils ne sont plus là, de pouvoir retrouver un emploi, de pouvoir accéder à l'assurance chômage s'ils cotisent à l'assurance chômage et tout. Or, je vois qu'on a une loi, je termine, je vois qu'on a une loi, en plus, qui est faite par des... J'étais obligé de vous couper, Pierre Allard, concluez, s'il vous plaît. Je vais répondre sur ce sujet parce que c'est intéressant. Et justement, vous proposez effectivement... Le débat, messieurs, est le même format que pour tout le monde, 20 minutes, c'est très court. Je vous demande de conclure. En une seconde, effectivement, nous, on est contre la fonctionnalisation des élus, ce que vous proposez par le statut de l'élu. Mais le statut de l'élu n'a jamais été... Non, mais dites-moi que le statut du bénévole est fonctionnaire. Vous proposez aussi une forme de fonctionnalisation. Absolument pas. Je propose une couverture de l'élu. J'irai jusqu'au bout du sujet dans le débat qui va nous réunir dans quelques... Messieurs, vous ne serez pas d'accord. Je vous remercie d'être venus débattre en direct. C'est extrêmement court. Il y a plein de sujets. Merci d'avoir été précis. Je vous rappelle que nous sommes diffusés en direct sur notre page Facebook France 3 Limousin et que ces débats seront à retrouver sur notre site internet France 3 Nouvelle-Aquitaine. Et je vous propose, messieurs, de céder votre place et nous allons poursuivre nos débats. Nous allons rester en Haute-Vienne et nous allons accueillir les 2 candidates de la première circonscription qui ont été qualifiées pour le second tour. S'il vous plaît, installez-vous. Sophie Baudouin-Hubière, La République En Marche, on va voir vos scores. Vous avez recueilli 36,52% des votes sur ce premier tour. Et Danielle Soury, candidate de la France Insoumise, qui accède également au second tour, mais avec un score très loin de celui de son adversaire politique, 15,76%. Mesdames, bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous sur ce plateau. Sophie Baudouin-Hubière, vous êtes largement en tête. J'ai posé la question à M. Djebari. Vous avez aussi eu le triomphe modeste. Alors on se demande, est-ce que c'est une consigne nationale d'En Marche d'avoir le triomphe modeste? Vous êtes tout de même largement en tête, hein? Certes, mais l'humilité ne nuit jamais. Et puis, un premier tour ne reste qu'un premier tour. Ça veut dire que rien n'est acquis. On est à la mi-temps du match et un match n'est terminé qu'au coup de sifflet final, c'est-à-dire dimanche soir prochain. Alors pour filer la métaphore footballistique, on pourrait dire aussi que vous ne jouez pas forcément dans la même division, vu l'écart de voix. Est-ce que c'est une consigne d'En Marche de rester discret après ce premier tour? Il n'y a pas de consigne d'En Marche. Moi, je suis une candidate qui est une personnalité assez affirmée, l'affirme mon entourage. Donc, il n'y a pas spécifiquement de consigne d'En Marche. Je réagis comme je sais le faire. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai été choisie par En Marche, parce que la politique aujourd'hui, c'est pas de faire des cocoricots, c'est pas d'être agressif, c'est d'être bienveillant et un peu humble, ça ne nuit pas. Et assumer son rôle de leader aujourd'hui. Absolument. Danielle Soury, après le premier tour, vous êtes devant la droite, devant le PS. Est-ce que c'est déjà une victoire pour vous, pour la France Insoumise, ou est-ce que vous pensez pouvoir l'emporter au second? Clairement, c'est déjà un beau résultat. Si on avait dû nous dire ça il y a quelques mois en arrière, qu'on serait devant, il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait parié dessus. Mais ceci dit, nos ambitions ne s'arrêtent pas là. Effectivement, on n'est qu'à la mi-temps du match et on a bien l'intention de continuer et d'essayer de faire le maximum pour gagner. Et de renverser la situation. Quelles sont vos réserves de voix? Pour l'instant, à ma connaissance, seul Jean-Louis Pagès d'Europe Écologie Les Verts a clairement appelé à voter... Alors, vous êtes un peu mal informé. Alors, dites-nous. Le Parti communiste aussi nous soutient. Le Parti communiste, bien sûr, qui soutient au niveau national. Hein. Le Parti animaliste. Donc, non, il y a plusieurs... Et puis, il y a surtout, évidemment, comme partout, les abstentionnistes qu'on va vouloir mobiliser, notamment ceux des milieux populaires et les jeunes. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Que les gens se détournent de la politique. Non, ils se détournent... Non, ce que vous dites ne me paraît pas très juste parce qu'ils sont allés à la présidentielle voter massivement. Absolument. Et contrairement à ce qu'on annonçait... Pourquoi vous les intéressez moins, du coup, au niveau législatif? Alors, je pense qu'il y a un problème d'institution. Nous, vous savez, on est pour une 6e République. On pense que nos institutions quasi monarchiques ne favorisent pas la participation. Et on en a clairement une illustration ici. Donc, il faut qu'on explique. Vous allez voir les gens, beaucoup ne savent même pas ce que c'est qu'une élection législative. Hein. Donc, il faut expliquer ce que c'est. Il faut expliquer qu'en situation de cohabitation, les députés ont un vrai pouvoir. Il faut faire tout ce travail d'explication et d'éducation populaire qu'on est en train de faire. Dans le programme d'En Marche, Emmanuel Macron propose notamment d'introduire une dose de proportionnel. C'est une bonne chose. Est-ce que vous alliez plus loin, une 6e République qui rejoindrait le programme de la France Insoumise? Une 6e République, non. Une dose de proportionnel, oui. Mais effectivement, je pense que demain, élus ou non d'ailleurs, nous aurons une responsabilité très forte pour intéresser à nouveau les citoyens à la chose politique. C'est une chance que nous donne En Marche, que nous a donné En Marche à travers nos comités locaux, et c'est quelque chose qu'il faut étendre demain. Nous avons co-construit le programme. Demain, il faut qu'avec tous les Français, avec tous les citoyens, nos voisins, nous co-construisions la politique au quotidien. Et ça veut dire que, pour moi, le député que je veux être demain, c'est aussi quelqu'un de très ancré dans le territoire, qui revient régulièrement, toutes les semaines, rencontrer les acteurs, les électeurs,
électeurs pour faire de la pédagogie, expliquer, mais écouter, prendre l'avis, récupérer les opinions pour les remonter à Paris, faire vivre la démocratie et la politique sur le terrain. Alors vous me devancez sur cette question, mais puisqu'on y est, allons-y. Vous nous expliquez quel style de député vous souhaitez être. Madame Souris, vous serez une députée aussi ancrée sur le territoire. Comment est-ce que vous voyez votre rôle? Je serai d'abord une députée d'opposition et je pense qu'il y a besoin d'opposition dans une démocratie. On sait que massivement les résultats du premier tour laissent vraiment voir que M. Macron aura une large majorité. Je pense qu'un député de plus ou de moins En Marche, ça ne jouera pas beaucoup. Par contre, des députés d'opposition humaniste, pour porter une parole sociale et écologiste, ça, je pense que c'est important dans une assemblée. Je pense que la démocratie a besoin d'opposition et de débat, d'options. Et puis deuxièmement, moi, ce qu'on envisage d'ailleurs avec mon suppléant, puisqu'on a travaillé toujours en binôme, c'est de faire des ateliers législatifs pour effectivement un exercice participatif du mandat. Et donc, que non seulement on fasse des comptes rendus de mandat, c'est évident, mais qu'on fasse aussi participer les citoyens à l'élaboration de la loi. D'accord. Vous avez reparlé d'écologie, ça tombe bien, je voulais également vous ramener sur ce terrain. Le candidat des Verts dont je parlais tout à l'heure, Jean-Luc Pagès, affirme que vous êtes la seule qui ait un programme écologique affirmé. Sophie Beaudouin-Aubière, en creux, ça signifie que vous n'en avez pas? Oui, ça peut prêter à rire. Bien sûr que nous avons un programme écologique et il est très clair. Et d'ailleurs, je pense que Nicolas Hulot n'aurait jamais accepté d'être ministre de la transition écologique pour Emmanuel Macron s'il n'y avait pas un programme très volontariste. Je le rappelle, diminution de la part de l'énergie nucléaire à horizon 2025 avec le développement des énergies renouvelables. Emmanuel Macron, suite à la décision de Donald Trump, a appelé tous les scientifiques à venir en France pour travailler justement, à rechercher, à être accueillis en France pour faire de la recherche dans ce domaine de l'écologie. Donc il y a tout un tas de choses. Il y a aussi la part du diesel. Au niveau local, sur votre circonscription, quelle priorité vous porterez au niveau écologique? Il y a déjà l'aide à tous les foyers modestes pour changer leurs véhicules diesel et qui donc sont très polluants. Il y a dans le domaine du logement. Ça, c'est au niveau national, mais ça s'appliquera aussi au niveau... Ça s'applique ici aussi. Enfin, et soyons clairs, quand on se promène sur cette première circonscription, que ce soit à Limoges ou dans les zones plus rurales, il y a tout un tas d'habitations qui sont très loin des règles, notamment... thermique qu'on peut espérer aujourd'hui. Donc il y a là un vrai programme dans le programme d'Emmanuel Macron. Je vous passe la parole. Oui. Sur ce thème écologique que vous portez à travers la France Insoumise dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, quelle est la priorité aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs aspects, mais par rapport à notre circonscription, il y a évidemment la transition agricole. Il faut aller vers une agriculture paysanne qui favorise les circuits courts. Nous sommes sur une circonscription qui, en partie dans son est, est très largement encore rurale et agricole. Et là, il y a du travail à faire. Je pense aussi qu'on a un atout spécifique sur cette circonscription, c'est sa forêt. Et il faut une forêt qui soit aussi... La forêt et la filière bois constituent un atout à condition de la gérer de manière soutenable et durable. Et on a un atout particulier dans ce domaine, notamment pour favoriser les essences variées. On a des propositions dans ce domaine-là. Ici, localement, donc sur la sylviculture et sur l'agriculture que vous voulez transformer de manière massive en agriculture biologique, c'est bien ça? En agriculture, pas seulement biologique, mais en agriculture paysanne, c'est-à-dire qui favorise la proximité des circuits, les circuits courts, c'est-à-dire parce qu'il y a l'agriculture, mais il y a le transport. Il faut que les produits soient consommés le plus proche, le plus à proximité possible des lieux où ils sont fabriqués pour adoucir l'impact... L'empreinte carbone? Oui, c'est ça. D'accord. Exactement. Sophie Beaudouin-Aubière, concernant l'agriculture, le programme d'Emmanuel Macron prévoit de peser dans les négociations entre les producteurs, donc les agriculteurs, et l'agro-industrie. Mais ça, on essaye de le faire depuis longtemps et ça ne fonctionne pas. Alors, je vais quand même revenir sur le commentaire de Madame Souris sur les circuits courts. Au-delà du fait que j'y suis favorable, il ne faut quand même pas oublier le fait que nous sommes des producteurs en Haute-Vienne, exportateurs notamment sur la viande, et que si on ne se contente que des circuits courts, on va vite avoir un problème de santé si on est obligé de manger
nous, Auviennois, toute la viande produite en Limousin. Donc il faut faire coexister différentes agricultures et ça me semble essentiel. Effectivement, je pense que le gouvernement va devoir peser sur les négociations. Il me semble aussi évident que les syndicats d'agriculteurs vont devoir se renforcer et trouver des positions communes pour se renforcer, c'est un joli mot pour dire se transformer? Peut-être se transformer, en tout cas trouver des lignes de convergence et des lignes d'accord pour peser dans les négociations et pour effectivement travailler sur leurs marges qui doivent s'améliorer, c'est certain, parce que nous devons travailler à garantir à tous nos agriculteurs de vivre décemment de leur travail. Danielle Soury, est-ce que vous y croyez à la régulation de l'État sur le prix payé aux producteurs? Ah non, moi personnellement, je pense qu'il faut défendre la limitation des marges de la grande distribution. Et ça, c'est l'État. Effectivement, l'État peut agir, mais il faut donc effectivement, l'État peut agir. Mais un État volontariste. Il faut s'en... Qui dicte des règles. Oui. Bien sûr, la loi, l'importance de la loi. Moi, je suis pour l'importance de la loi. Je pense que la loi, c'est important. La loi, c'est... Dans une démocratie, mais c'est ancien, ça. On sait qu'entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui protège, on le sait depuis l'accordaire quand même. Hein. Et moi, je suis pour l'importance de la loi, et en particulier en matière de régulation du travail, des relations de travail. Et évidemment, je serai une opposante farouche à la réforme, à la destruction du Code du travail. Alors là, on va embrayer sur un autre sujet. Je voudrais conclure sur l'agriculture. Est-ce que l'État peut vraiment réguler ou est-ce qu'il faut faire des lois, tout simplement, pour imposer des tarifs ? Faire des lois, en France, c'est un vrai jeu. On en fait, on les empile, elles finissent par se contredire. Je pense que très clairement, il faut d'abord commencer par discuter et négocier. Si effectivement, les gens ne sont pas suffisamment responsables pour parvenir à un accord, l'État doit trancher et décider. En tout cas, par le passé, ça a été compliqué. On le voit encore ces derniers jours avec les producteurs de lait. Oui, peut-être. Mais on voit aussi, puisqu'on avançait sur la loi travail, et donc allons-y gaiement, que la concertation et la discussion, c'est quelque chose qui porte. Donc je crois qu'en toute chose... J'ai l'impression que la CGT n'est pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'elle a déjà expliqué que cette concertation n'était qu'un simulacre pour l'instant. Ce n'est pas exactement les mots, mais la teneur, c'est ça que ça veut dire. Oui. Ils ont commencé par s'opposer, ce qui est une posture assez traditionnelle, et puis finalement, ils viennent discuter, il y a des choses, tout est sur la table, et ils acceptent de discuter de tout, même la CGT. Donc je pense qu'effectivement, d'abord commençons par échanger, discuter, écouter les points de vue de chacun, parfois faire avancer sa propre opinion, accepter de modifier certaines choses, pourquoi pas, mais avant de trancher et de légiférer, commençons par échanger. Danielle Soury, vous pensez que ça va se régler dans la rue, cette histoire de loi travail, la numéro 2, qui est un des premiers chantiers de la législature? Dans la rue, je ne sais pas, mais en tout état de cause, sur l'histoire de la discussion, bien sûr qu'il faut discuter. Il faudrait d'ailleurs en parler au patron de la grande distribution dans le haut de notre circonscription, là du côté de Beaubreuil, quand il convoque les caissières pour leur imposer le travail du dimanche. Là, il me semble que la négociation et la discussion, elle n'a pas beaucoup de place. Des femmes qui n'ont pas d'alternative pour les gardes d'enfants, et on leur dit, tu viens le dimanche matin, tu viens 12 dimanches matin, et c'est comme ça, ou sinon c'est la porte. Moi, c'est pas comme ça que je vois le dialogue social. Vous avez raison, mais pour ce cas particulier, il me semble que la représentation syndicale est particulièrement absente. Et ce qui est important, et ce que nous voulons chez En Marche aussi, c'est renforcer ce dialogue social et en renforçant la place aussi de la représentation des salariés. Parce qu'en l'espèce, sur le centre commercial dont vous parlez, la représentation syndicale me semble un tout petit peu faible, ou en tout cas pas suffisamment active. On est d'accord qu'il faut renforcer la place des syndicats, et certainement pas en développant la politique de l'état d'urgence permanent. Mais alors, développer les syndicats, on en aura bien besoin, puisqu'a priori Emmanuel Macron veut décider, veut proposer qu'au niveau des entreprises, on puisse faire des accords d'entreprise. Ça vous semble une bonne idée? Non. De remettre les syndicats dans le jeu, de faire des accords d'entreprise plutôt que des accords de branche? Non, non. Les accords d'entreprise, c'est la négation de la loi. Les accords d'entreprise, à partir du moment où on ne garde pas le principe de faveur, les accords d'entreprise, c'est la négation de la loi, c'est le retour au travail à la tâche. Et ça, on sait ce que ça veut dire. Donc moi, je suis absolument contre le principe que l'accord d'entreprise doit primer sur la loi. Alors vous êtes contre, mais est-ce que ça vous inquiète tout simplement? Bien sûr. Bien sûr, il y a 18 millions de personnes qui sont concernées dans ce pays par la modification très importante, par le risque de modification très importante de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail. Si on discute des conditions du contrat de travail dans un rapport de force entre le patron
et le salarié, le rapport de force entre le patron et le salarié est un rapport de subordination. Je ne Donc il n'y peux a pas pas vous d'égalité entre laisser les dire des choses fausses. Ben, bien sûr que si. L'accord d'entreprise ne passera jamais par-dessus la loi. La loi est la loi. Ensuite, l'accord d'entreprise, lui, peut déroger à l'accord de branche, mais certainement pas à la loi. Il y a des choses qui sont posées être par moins la loi, disant, Sophie et Baudouin-Hubert. vous ne pouvez pas balancer comme ça des fake news, des contre-vérités. Ce n'est pas correct. Est-ce que vous entendez ce que vous dit Madame Souris, c'est-à-dire que cette loi peut être plus facile à gérer pour des gens qui vont être éduqués, jeunes, qui pourront changer de travail, et pas pour des gens qui sont déjà dans des travaux précaires. Elle parlait des caissières tout à l'heure, des gens qui sont plus âgés et qui auront plus de difficultés à changer de travail. Mais dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a aussi la protection de la personne et individuelle. Alors effectivement, il y aura toujours des gens qui, par éducation, sont un petit peu plus fragiles, je l'entends bien. Mais en revanche, demain, avec le grand programme sur la formation professionnelle et sur l'accompagnement de l'individu, la question n'est plus de défendre à toute force son emploi s'il est absolument menacé, mais de permettre à cette personne de se réinsérer le plus vite possible dans l'emploi. C'est très compliqué, ça, vous savez bien, quand vous avez une famille, un crédit, de changer d'emploi de manière régulière. Oui et non, parce que ça m'est arrivé. Donc, non, je ne crois pas. Je crois que ce qui est compliqué, c'est effectivement de s'adapter à un nouvel emploi. Et l'idée, c'est bien d'accompagner et de former les gens. Aujourd'hui, on ne les forme pas suffisamment, on ne forme pas non plus les gens en adéquation avec les besoins des entreprises. Je suis quand même surprise de découvrir sur notre circonscription, que ce soit chez les agriculteurs, dans des entreprises de pointe, un certain nombre de gens qui veulent embaucher et qui ne le peuvent pas, parce qu'ils ne trouvent pas en face d'eux la main-d'œuvre qualifiée. Et ce sont parfois de la main-d'œuvre pas très, très qualifiée. Donc, c'est pas normal. La main-d'œuvre qualifiée, on en a besoin. Par exemple, je vais vous ramener à votre circonscription sur le développement du numérique et des réseaux. Ça, c'est une vraie question sur le territoire. Comment est-ce que vous porterez la voix de la Haute-Vienne sur ce genre de thématique, Daniel Souris, si vous êtes élu? Moi, je pense qu'il faut une république, du numérique, une république numérique avec des maisons du numérique sur le territoire et qui soit accessible, y compris pour les populations qui ne sont pas culturellement encore très familières. Je pense notamment aux générations plus anciennes. Je pense qu'effectivement, il faut que toutes les populations puissent y avoir accès. C'est-à-dire que les jeunes savent faire et les plus anciens savent moins. C'est pas forcément le cas d'ailleurs. Et en plus, non, mais en plus, moi, j'enseigne sur un établissement rural et je sais que les connexions sont souvent très complexes. Donc effectivement, il faut un plan d'investissement dans la matière. Par rapport à ce qui était dit sur la formation, quand même, nous proposons un système de sécurité sociale professionnelle intégrale qui garantisse la continuité du revenu pendant les périodes de formation, voire pendant les périodes où on n'a plus d'emploi. Et je pense que des garanties de ce type sont plus favorables pour les salariés et sont moins anxiogènes que de les livrer, que de les laisser dans l'incertitude du lendemain. Sophie Baudouin-Hubert, qu'est-ce que vous avez à répondre ? Quand vous parlez de l'incertitude du lendemain, nous comptons bien mettre en place l'assurance chômage universelle et l'idée n'est pas de rester au chômage jusqu'à ce que les droits s'éteignent. C'est bien par la formation de très rapidement se réinsérer dans l'emploi. Une baisse de la durée d'indemnisation. Mais Madame Souris, l'idée, personne n'aime être au chômage et l'idée, ce n'est pas de maintenir les gens au chômage, de les maintenir pendant 18 mois, 2 ans. L'idée, c'est très vite de faire rebondir. Il y a là une question de dignité de l'individu. Absolument, et ne pas faire de misérabilisme. Avec la transformation du Code du travail où vous allez flexibiliser à outrance et où vous allez développer la pauvreté que vous allez pouvoir avancer dans ce domaine-là. Je refuse l'idée de développer la pauvreté. Et bien sûr, nous travaillons énormément. Vous voulez transformer le CDI en contrat de plus en plus précaire. Mais Madame Souris, il n'a aucunement été question de revenir sur le CDI. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. La précarité qui permet le développement de l'emploi. On n'a jamais vu ça. Ne dites pas que nous revenons sur le CDI. Ça n'est pas vrai. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous voulez plus de flexibilité pour... La flexibilité, c'est rester dans le cadre des 35 heures, mais avoir la possibilité, en fonction des carnets de commandes, de temps en temps, d'avoir du temps de travail supplémentaire. Oui, évidemment. Et de temps en temps, cette flexibilité permet aussi de sauver des entreprises pour faire face
Mais bien sûr que pour faire face. Mais Madame Souris... Mais ce n'est pas vérifié, ça, c'est de l'idéologie, ce n'est pas vérifié. Et en Europe de l'Est, ce n'est pas... En Europe du Nord, je veux dire, ce n'est pas vérifié? Non, au Danemark, la flexisécurité, elle s'est traduite par l'envolée des personnes inaptes au travail. On a viré tous ceux qui sont malades, qui sont un peu handicapés, etc. Donc non, ce n'est pas un moyen de régler les problèmes. Et vous savez qu'en Allemagne, on a des taux de pauvreté qui sont invraisemblables. Donc le problème n'est pas de réduire les garanties des travailleurs, le problème est de s'en prendre aux inégalités de richesse. Moi, je pense beaucoup plus. Mesdames, nous arrivons au terme de ce débat, donc on va arrêter sur cette discussion. On a bien compris que vous n'étiez pas d'accord. Encore 2 mots. Sophie Baudouin-Houbière, donc vous faites du porte-à-porte, du tractage, des réunions publiques, c'est ce que vous avez dit tous les soirs. Vous prenez des cours de campagne politique accélérés pour le coup. Je ne sais pas. Moi, j'aime aller au contact des autres, les écouter. C'est ce que nous faisons avec une équipe de militants très enthousiastes et optimistes pour porter ce projet. Écouter aussi nos concitoyens, parce que c'est intéressant et que nous avons bien l'intention, quoi qu'il arrive, de faire remonter ces voix. Moi, ce que je souhaite demain, c'est être une députée enthousiaste, optimiste, qui portera haut les couleurs de mon territoire et qui sera un lien entre l'État et la Haute-Vienne. Danielle Souris, encore un mot, une priorité pour votre circonscription avant ce 2e tour, en quelques mots? La priorité, c'est de se battre aussi contre la réforme territoriale et le fait que Bordeaux aspire tout sur notre région. Si vous n'êtes pas élu, vous serez dans la rue, c'est ça que vous nous dites? Je ne vous ai pas dit ça, je vous ai dit, j'y serai aussi, mais je continue, moi, à me battre politiquement aussi, bien sûr. Merci mesdames d'être venues débattre sur le plateau de France 3 Limousin. Ces 3 débats, ces 3 duels du second tour pour la seconde circonscription de la Corrèze, la seconde